Moment clé du deuxième épisode de cette soirée, les sans-fleurs. Un appel au débat critique qui se transformera vite en épuration. Et surtout, le grand bond en avant, c'était une tentative démesurée pour moderniser la Chine rurale, une terrible initiative qui se soldera par une famine qui a fait plus de 30 millions de morts. 2 septembre 1945, Mamoru Shigemitsu, ministre japonais des Affaires étrangères, monte péniblement à bord du navire américain Missouri pour signer la capitulation du Japon. 6 ans après l'invasion de la Pologne par Hitler, et presque jour pour jour, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Les Américains envoient le général George Marshall en Chine pour tenter de persuader les nationalistes de Chiang Kai-shek de former un gouvernement de coalition avec les communistes. Mao Tse-tung vient à Chongqing pour les pourparlers de paix. Au printemps suivant, sur ordre de Mao, Zhou Enlai signe une trêve avec son homologue nationaliste. Mais avant même que l'encre sèche, l'accord commence à vaciller. Parallèlement, les affrontements entre communistes et nationalistes s'intensifiaient. La Chine glissait de nouveau vers la guerre civile. Mais cette fois, c'était différent. Mao était devenu le chef incontesté d'un parti politique, unifié, légitimé par son alliance avec les nationalistes. L'armée communiste comptait presque 1 million d'hommes. Au moment d'abandonner la base révolutionnaire, Mao dit à son secrétaire « Nous allons donner Yan'an à Chiang Kai-shek, il nous donnera la Chine. » Tout au long de 1947, Mao sillonne la Chine du Nord-Ouest avec l'armée nationaliste à ses trousses, prouvant à chaque moment à Chiang Kai-shek combien les communistes sont un ennemi redoutable. Il a délibérément utilisé Yan'an comme appât. Et une fois Yan'an occupé, il a lui-même servi d'appât pour amener l'énorme armée de Chiang Kai-shek, très entraînée, bien équipée grâce au matériel américain, au fin fond de la province de Shaanxi. La population clairsemée soutenait fortement les communistes. Ensuite, Mao contraignait chaque jour l'armée nationaliste à une joyeuse poursuite, jusqu'à ce qu'il l'amène exactement à l'endroit où il voulait tendre l'embuscade. L'atout majeur des communistes réside dans le soutien des paysans, qu'ils gagnent à leur cause en les aidant à renverser leurs oppresseurs, les propriétaires terriens. Nous tenions des réunions où les paysans dénonçaient leur conduite infâme. Ils tyrannisaient les masses, torturant les hommes et violant les femmes.
Le peuple réglait ses comptes avec eux pour tout le mal qu'ils avaient fait. Chacun de leurs crimes devait être expié. Dans la réalité, comme sur scène, les propriétaires terriens sont dépossédés, leurs actes de propriété brûlés et leurs champs donnés aux laboureurs. En échange, les paysans chinois s'engagent dans les armées communistes comme brancardiers et porteurs. Dans son nouveau quartier général de Xibaipo, à environ 200 km au sud de Pékin, Mao définit la stratégie des communistes pour les batailles cruciales dont va dépendre le destin de la Chine. Deng Xiaoping, dans les plaines centrales de Chine, dirige le comité du front. Il rassemble 500 000 hommes et 2 millions d'auxiliaires paysans. La campagne de Huaihai est le plus grand combat terrestre de l'histoire, éclipsant même les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Elle dure 2 mois et se déroule sur des milliers de kilomètres carrés. Au début, les troupes nationalistes ont bien résisté, mais peu à peu, elles se sont découragées. De 1947 au printemps 48, après ces combats, elles étaient complètement épuisées. On s'est emparé de leur équipement américain et nous l'avons utilisé pour nous armer. L'un de ces généraux que j'ai interviewé plus tard en captivité commandait une division mobile rapide, de chars et de blindés. Je lui ai demandé « Comment avez-vous pu être capturé avec tout votre matériel par cette armée ?» Il a répondu « Il faut bien comprendre que lorsque vous cherchez les communistes pour les anéantir, vous ne les voyez jamais. Quand vous les voyez, vous êtes cerné de toutes parts et vous ne pouvez rien faire. » Sous les ordres de Lin Piao, le plus jeune et le plus talentueux commandant de Mao, les communistes attaquent Tianjin, le port principal de la Chine du Nord, à une centaine de kilomètres à l'est de Pékin. La résistance nationaliste s'effondre. Sur le pont principal de la ville, les troupes de Lin retrouvent les armées communistes venues du sud. Elles ont maintenant 1 million d'hommes pour assiéger Pékin. En janvier 1949, Pékin capitule sans livrer bataille. Parmi la foule en liesse, peu de gens ont une idée précise du programme communiste. Mais la plupart croient que ça ne pourra qu'être meilleur que le régime nationaliste. Nous étions tous très excités. Nous allions fonder un État nouveau. C'est difficile de décrire nos sentiments à ce moment-là.
Non seulement nous étions arrivés à Pékin, mais nous habitions sur les collines parfumées, si belles. Ma famille a sacrifié sa vie à la guerre, en particulier mon père et mon oncle. Mais ce sacrifice n'a pas été inutile puisqu'il a finalement mené à la victoire. Nous ressentions la joie d'être vainqueurs. Un mois plus tard, une fois la ville totalement sécurisée, Mao et les autres dirigeants arrivent. Dans la Chine du Sud, toujours sous contrôle nationaliste, Chiang Kai-shek, avant de préparer sa fuite vers Taïwan, fait une dernière visite nostalgique à Ningpo, sa terre natale. Les gens avaient perdu toute confiance dans les nationalistes. Les cigarettes ou le savon remplaçaient l'argent et servaient de monnaie parallèle. Plus personne ne gardait d'argent en espèces, donc l'inflation explosait. On n'avait même plus le temps d'imprimer de nouveaux billets. On les tamponnait, simplement. Un billet de 1 yuan devenait 10 000 yuan. Le lendemain, on les tamponnait à nouveau, et 10 000 yuan devenaient 1 million. Entre le moment où les hommes recevaient leur salaire dans la matinée et l'après-midi, où ils pouvaient faire leurs achats, les prix étaient déjà montés en flèche. En avril, une armada de jonques traverse le Yangtze, transportant les armées communistes qui partent à la conquête du Sud. Un mois plus tard, Shanghai, la seconde ville de Chine, capitule. Le nettoyage va durer encore 1 an, mais pour l'essentiel, la guerre civile est terminée. Le 1er octobre 1949, dans l'après-midi, les dirigeants du pays, que le monde va appeler la Chine rouge, se rassemblent à la porte de la paix céleste, surplombant la place Tiananmen. De là, ils proclament la fondation de leur nouvel État communiste. Après cet avertissement contre la reconnaissance d'un régime nationaliste à Taïwan, le défilé déploie la force armée du nouvel État. Tout l'armement exhibé a été pris à l'armée nationaliste. Le défilé aérien est assuré par des pilotes nationalistes ralliés à la cause communiste, dans des avions fournis par le gouvernement américain pour aider Chiang Kai-shek. Tout cela pour impressionner l'Occident, mais aussi Moscou. C'est à ce moment que Mao a émis l'idée de pencher d'un côté. Le but essentiel de cette politique était d'établir de bonnes relations avec l'Union soviétique. Ce qu'on craignait le plus après la victoire de la Révolution, c'était que personne ne reconnaisse le nouveau gouvernement chinois. Cet hiver-là, Mao se rend à Moscou. Pendant plusieurs semaines, Staline le fait lanterner. Jusqu'à ce que Mao finisse par exploser. Tout ce que j'ai le droit de faire ici, c'est dormir, manger et chier. Puis les deux pays signent un traité d'amitié
et la lune de miel commence. Quatre mois plus tard, la nouvelle alliance est mise à rude épreuve. Poussée par Staline, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, déclenchant une intervention américaine massive. Pour les Nord-Coréens, c'était une question de vie ou de mort. C'était nos voisins, nous avions des relations amicales, il était donc de notre devoir de les aider. En octobre 1950, les ainsi nommés volontaires chinois commencent à traverser la frontière. Ils subissent de lourdes pertes. De peur de déclencher une guerre soviéto-américaine, Staline refuse de fournir la couverture aérienne promise. Nous n'avions qu'une armée pour affronter les leurs. Ils avaient leurs forces aériennes, leur marine et leur infanterie. Nous n'avions que des troupes terrestres. Ils avaient des milliers d'avions qui nous bombardaient. Et sur terre, lorsqu'ils avançaient, ils avaient des chars pour les soutenir. Nous n'avions rien de tout cela. En hiver, par moins 30, nos soldats n'avaient qu'une casquette légère et des chaussures de toile. Il y avait donc beaucoup d'engelures. Comment pouvaient-ils gagner dans ces conditions? Eh bien, ils enveloppaient leur tête avec des serviettes pour protéger leurs oreilles. Ils rembourraient leurs pantalons avec le matelassage de leur couette, avec de la paille et du coton, et ils ont gagné. Bref, ils étaient incités à faire preuve d'initiative et à vaincre leurs difficultés tout seuls. 3 mois plus tard, les Chinois repoussent l'armée américaine jusqu'à Séoul, dans le sud. Le principe de Mao Tse-tung était que tout en anéantissant l'ennemi, nous devions préserver nos propres hommes. On faisait très attention à la vie de nos troupes. Les troupes chinoises ont leur pin-up. Les GI aussi. Pour le corps expéditionnaire américain, la guerre ne se passe pas très bien. En 1953, les deux camps en ont assez. Après 3 ans de combat, la frontière, lors de l'armistice, est pratiquement celle du début de la guerre. Apparemment, l'effusion de sang n'a rien changé. Avant de partir, les Chinois camouflent leurs armes lourdes, au cas où... Cependant, pour Mao, politiquement, la guerre de Corée est un succès éclatant. La Chine a résisté aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Elle peut garder la tête haute. Mais la victoire a un prix. Dans les tout premiers mois de la guerre, le fils aîné de Mao, Han Ying, jeune marié,
a été tué lors d'un bombardement américain. Dès qu'il a appris la mort d'An Ying, le président Mao a dit qu'il ne fallait pas m'en parler. Il pensait que j'étais trop jeune. Devant moi, il prétendait qu'il ne s'était rien passé. Il parlait souvent de l'enfance de son fils et de la façon dont ils plaisantaient ensemble. Ça a duré 2 ans. Pour un vieil homme qui venait de perdre son fils, ça a été très cruel et très triste. Les 147 000 soldats chinois morts, dont Mao Anying, ont été inhumés en Corée dans un cimetière militaire. Sur le plan intérieur, la guerre de Corée a eu pour Mao un côté positif. Il a pu faire avancer les réformes sociales et économiques beaucoup plus vite que prévu. Tout se radicalise. Des scénettes comme celle-ci attisent la colère populaire contre l'Amérique et son allié Chiang Kai-shek. Tout ce qui est lié à l'Occident ou au capitalisme est condamné comme pourriture bourgeoise. Les suspects de corruption ou de déloyauté sont pourchassés sans pitié. J'étais dans le bureau et les travailleurs sont entrés avec une affiche en gros caractères. Ils l'ont collée sur un mur et ils m'ont demandé d'avouer. Vous, avez-vous fraudé le fisc? Vous, avez-vous construit des bâtiments de mauvaise qualité? Des hommes d'affaires progressistes, comme Jin Shu-ping, s'en tirent plutôt bien. Mais le système hautement perfectionné de boîtes à lettres et de centres de tri spéciaux pour dénonciation anonyme en piège des milliers d'autres. Les rassemblements de condamnation, comme on les appelle, sont organisés comme un véritable spectacle public. Afin de prendre leur distance avec les crimes présumés d'un proche, les enfants dénoncent leurs parents, les femmes dénoncent leurs maris. Ceux qui sont considérés comme grands criminels sont conduits en camion directement au terrain d'exécution. Les plus chanceux vont en prison. D'une manière très différente, Mao se trouve aussi, au début des années 50, dans une sorte de prison. La sienne jouxte la cité interdite. Comme les empereurs d'autrefois, il vit derrière de hauts murs rouges, dans l'ancien parc impérial de Chungnanhai, les lacs du centre et du sud, de plus en plus coupés du peuple au nom duquel il a fait sa révolution. Quand il a commencé à vivre à Zhongnanhai, les hauts murs rouges l'entouraient et l'enfermaient. Tous les jours, il ne voyait que les mêmes visages familiers. Il n'avait pratiquement aucun contact avec la population. Parfois, il se plaignait à ses gardes du corps. Il leur disait « Vous êtes plus libres que moi ». Cela ressemblait aux murailles qui entouraient une ville chinoise traditionnelle. Mao voulait toujours s'échapper pour sentir l'état d'esprit de la société à l'extérieur.
Tout en s'insurgeant contre cet isolement, à bien des égards, Mao le provoque lui-même. Le président Mao avait lui-même établi une politique de secret absolu. Ce qu'on savait, on ne devait pas le dire. Ce qu'on ne savait pas, on ne devait pas le demander. Cela s'appliquait même à mes proches. Ils n'ont jamais su ce que je faisais. Je pense qu'il y a eu un changement vraiment radical. Je veux dire un changement funeste. Ce qui m'avait profondément marqué chez Mao avant son accession au pouvoir, c'est qu'il savait écouter. Il le faisait plus attentivement qu'aucun autre. Il concentrait tout son être sur vous, comme si ce que vous disiez était pour lui la chose la plus importante du monde. Et puis, il est devenu impérieux et avait tendance à pénaliser les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il était devenu père-horreur et avait cessé d'écouter. Beaucoup de gens trouvaient le président Mao distant et inaccessible. Mais je l'ai toujours considéré comme quelqu'un d'ordinaire. Il était comme les autres. Il avait ses préférences, ses joies et ses peines. Parmi ses joies, il y a ses livres. Durant ses années de pouvoir, avant que sa vue ne commence à baisser, il amasse chez lui environ 70 000 volumes. Ses livres se trouvaient dans sa demeure, dans un long couloir garni d'étagères. Mais il gardait certains de ses textes favoris dans son bureau et surtout dans sa chambre. Il adorait vraiment l'histoire, surtout l'histoire de la Chine. Son préféré était un classique, une édition reliée à la ficelle des 24 histoires, une histoire chinoise en plus de 4000 volumes. Il ne demandait jamais d'édition rare. Il ne se souciait pas de ce genre de choses. Ce qui l'intéressait, c'était le contenu. Mais Mao n'aime pas que les livres. Il se déplaçait très lentement, serrant très étroitement la taille de sa partenaire. Il ne pouvait pas danser le foxtrot parce qu'il était grand et plutôt rond. Zhu De avait 10 ans de plus que Mao et dansait d'une façon encore plus rigide et léthargique. C'est Zhou Enlai qui dansait le mieux. Il était costaud et il tenait la main de sa partenaire très haut. Son autre bras entourait sa taille. Il la secouait comme un cerf-volant. Et lorsqu'il tournoyait, il faisait de grands pas. Ce qui n'était pas très confortable pour elle. Le président Mao ne se souciait pas trop de ses repas. Habituellement, il prenait 2 plats de légumes et 1 plat de viande ou de poisson. Mais il lui fallait absolument des légumes et du piment rouge. Il était aussi très friand de porc gras. S'il devait s'en passer, cela lui manquait vraiment. Ses dents étaient noires parce qu'il fumait énormément. Sur certaines photos, elles paraissaient blanches, mais ça s'était truqué. Ses dents étaient si abîmées que même quand il mangeait des fruits, elles lui faisaient mal.
De par ses habitudes, Mao est resté un paysan. Il déteste jeter quelque chose. Une vieille chaussure est un vieil ami. Sa robe de chambre était rapiécée avec 73 morceaux. Avez-vous un tel dirigeant dans vos pays occidentaux? Il aurait pu avoir tous les vêtements qu'il voulait. Mais les vêtements qu'on lui offrait n'étaient pas toujours ceux qu'il aurait choisis lui-même. Il supportait ses fonctions officielles de bonne grâce, mais être chef de l'État l'ennuyait. Et puis il y avait toujours ces moments insupportables où il était pris au dépourvu. La calligraphie et la poésie étaient pour Mao son jardin secret, loin de la vie publique. En Chine, l'écriture est considérée comme l'art le plus noble, encore plus apprécié que la peinture. La calligraphie de Mao est très vigoureuse. Elle survole le papier. Elle montre l'étendue de sa pensée, l'énergie et la vigueur avec laquelle il écrivait. Le caractère du président Mao était très enflammé et particulier. Il était différent des autres. Il ne pensait pas aux mêmes choses qu'eux. C'était pareil pour sa poésie et sa calligraphie. Son esprit était à la fois ouvert et profond. Tout ce qu'il créait était vraiment extraordinaire. Chaque été, Mao et les autres dirigeants passaient le mois d'août dans la station balnéaire de Beidaihe, sur la côte nord de la Chine, où une plage spéciale leur était réservée. Le plus souvent, ils emmenaient leur famille. Une fois où nous sommes allés à Beidaihe, je n'avais pas de maillot de bain. Il l'a remarqué et il a décidé de m'en acheter un. Mais il a fixé une limite. À ce moment-là, il y avait des maillots en laine. Mais il a dit que je devais en prendre un en coton. C'était moins cher. Il pensait à des choses comme ça. Il ne voulait pas qu'on s'habitue au luxe. Il aimait les défis. Je me souviens une fois où il y avait un typhon, personne ne voulait nager. Mais il a insisté pour y aller. Il a dit à Lina et Limine, ses filles, de nager aussi. Elles devaient le faire. Puis il les a provoquées en disant qu'elles avaient peur, qu'elles n'osaient pas. Finalement, l'une après l'autre, elles ont aussi sauté dans les vagues. Il disait, si vous décidez vraiment de faire quelque chose, aucune force au monde ne peut vous arrêter. Il menaçait la mer de son poing. Comment puis-je croire qu'ayant vaincu 8 millions de nationalistes, je ne peux vaincre l'eau? Tandis que Mao s'installait en seul maître de la Chine, son pays restait tributaire de l'alliance avec l'Union soviétique. Staline avait fini par admettre que Mao était un camarade loyal. Mais en 1953, il meurt. En Chine, comme partout dans le bloc soviétique, le parti décrète 3 jours de deuil national. Pour la seule et unique fois de sa vie, Mao se rend dans une ambassade étrangère. À l'époque, on s'entendait vraiment bien avec l'Union soviétique. On voulait s'inspirer de son système économique car on pensait que là-bas, tout était excellent.
Un an après la mort de Staline, son successeur, Nikita Khrouchtchev, se rend à Pékin pour souligner l'amitié entre les deux pays. La Chine s'engage à prendre pour modèle l'économie soviétique. Boutiques et usines sont nationalisées au milieu de manifestations bruyantes de soutien populaire. À la campagne, on persuade les paysans d'adhérer aux coopératives, l'équivalent des kolkhozes soviétiques. En 1956, la Chine était un des membres du bloc soviétique, peu différent de la Bulgarie ou de l'Allemagne de l'Est. Personne n'imaginait que Mao était en train de se demander s'il ne devait pas commencer à chercher une voie exclusivement chinoise. Et pourtant, c'est cela qu'il faisait. Avec le recul, c'était moins surprenant qu'on aurait pu le croire. Quelqu'un de son entourage avait remarqué que lorsqu'il partait en randonnée, ce qu'il aimait faire pour se détendre, il avait une curieuse habitude. Lorsqu'il escaladait d'un côté, il ne revenait jamais par le même chemin. Il en trouvait toujours un nouveau pour redescendre. Pour lui, il n'y avait pas de bon chemin. Il disait qu'une route était faite par les pieds de ceux qui y marchaient. En cette année 1956, les citoyens hongrois ont appliqué ce principe d'une façon à laquelle Mao ne s'attendait pas. Au printemps, les nouveaux dirigeants russes avaient dénoncé Staline comme un dictateur cruel et paranoïaque. À Budapest, la statue de Staline est renversée. Intellectuels et étudiants mènent la population à la révolte. Pour Mao, les Russes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, c'est leur révisionnisme qui est responsable. En août, Moscou envoie les chars. Mao approuve, mais l'insurrection l'amène à réfléchir sur les moyens de prévenir des événements similaires en Chine. Au printemps suivant, en 1957, il lance une nouvelle campagne politique, radicalement différente de tout ce qui a été tenté jusqu'alors dans un État communiste. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles de pensée rivalisent. C'est ça qu'on entendait à l'université de Pékin et ça a vraiment excité tous les étudiants. On se sentait libérés. Mao veut offrir une soupape de sécurité à la frustration populaire en laissant les gens critiquer ouvertement les abus des cadres du parti. Ils le prennent au mot. Des meneurs étudiants, comme Lin Chilin, affirment que ce ne sont pas les cadres qui posent problème, mais le système communiste lui-même. Cela soulève un tollé général. L'un de mes camarades a dit
Si l'insurrection de Hongrie se produit en Chine, je descends dans la rue avec les rebelles. Et son ami a répondu, si tu fais ça, je te tue. Très vite, l'agitation est réprimée. Mao prétend, de façon mensongère, que son but a toujours été d'exposer les mauvais éléments, de faire sortir les serpents de leur nid. Liu Peiqi, universitaire à Pékin, est diffamé comme l'exemple type de la traîtrise des intellectuels envers le parti. « 500 000 intellectuels, étiquetés droitiers, sont envoyés à la campagne pour travailler comme paysans. Ils y resteront 20 ans. Nullement découragé, le président conçoit ensuite une nouvelle campagne. Cette fois, il vise des ennemis plus modestes, moustiques, mouches, rats et surtout les moineaux. Les Chinois sortent par millions pour jouer les épouvantails humains jusqu'à ce que les oiseaux meurent d'épuisement. La campagne ne se déroule pas sans problème. Les insectes, mangés d'habitude par les moineaux, pullulent et dévastent les récoltes. L'année suivante, la cible est discrètement déviée vers les punaises de lit. À ce moment-là, Mao se rend à Moscou. En public, il réaffirme sa loyauté à la cause soviétique. Malgré les salutations fraternelles et une délégation chinoise comptant la veuve de Sun Yat-sen et le ministre chinois de la Défense, Peng Dehaï, les relations ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent. Mao inquiète Khrouchtchev en lui parlant d'une nouvelle guerre mondiale inévitable, impliquant l'arme nucléaire, que la Chine essaie d'obtenir. Une telle guerre pourrait tuer la moitié de la population mondiale, dit Mao insouciant, mais elle sonnerait aussi la fin du capitalisme. Plus tard, il rencontre des étudiants chinois de l'université de Moscou. Il présente Deng Xiaoping, le secrétaire général du parti. Un petit homme qui vaut de l'or, dit-il, représentant la nouvelle génération des dirigeants du parti. De leur vivant, leur assure-t-il, le vent d'Est prévaudra sur le vent d'Ouest. Le communisme vaincra le capitalisme. De retour en Chine, Mao passe les 4 mois suivants à parcourir les provinces à bord de son train privé. À Moscou, il avait proclamé que la Chine dépasserait la production d'acier de la Grande-Bretagne en 15 ans. Mais comment y arriver ? Mao trouve enfin l'inspiration dans un mouvement de masse pour réaliser les projets d'irrigation lancés par le gouvernement pendant l'hiver. « 100
millions de paysans sont mobilisés pour construire des réservoirs. En mai 1958, Mao visite l'un de ces énormes chantiers, près des tombeaux Ming, à l'extérieur de Pékin. Là, il se convainc, et convainc ses collègues, que si on applique les mêmes méthodes à l'économie en général, la Chine fera un grand bond en avant, alimenté par la volonté humaine et la force des bras. Tous les dirigeants, y compris le vénérable Zhu De, sont appelés à manifester leur soutien. Tous obtempèrent, même ceux qui restent sceptiques. En 1958, Mao pensait que notre économie nationale pouvait se développer très très vite. Mais Zhou Enlai n'était pas d'accord. Il préférait être pragmatique. Nous devions faire de notre mieux pour aller vite, mais il fallait une limite. Leurs relations n'étaient pas toujours bonnes. En fait, à un moment, Mao a voulu se débarrasser de lui parce qu'il pensait que Zhou Enlai ne partageait pas complètement ses idées. Mao propose la fusion des coopératives en énormes communes agricoles qui seront à la fois des unités de production et des organes locaux de gouvernement et de défense. Les paysans n'aiment pas la militarisation de leur vie, la suppression des libertés individuelles, mais ils n'ont pas le choix. Depuis la collectivisation, 3 ans auparavant, le vent communiste, comme on l'appelle, souffle plus fort que jamais. Changer le nom ne change pas grand-chose. Qu'on l'appelle coopérative ou commune, ce n'est pas la même chose que cultiver sa propre terre. Mais ce que les gens détestent le plus, ce sont les nouvelles cantines communautaires, vantées comme un pas de géant vers le communisme. La structure familiale en est ébranlée. Les gens deviennent de simples particules dans une masse informe. Mao comprenait la réticence des paysans, mais ne la partageait pas. Les paysans veulent la liberté, disait-il. Nous voulons le socialisme. Cet été-là, à Beidahe, le concept de commune populaire fut officiellement approuvé. Mao dessinait un avenir glorieux. C'est comme au mahjong, disait-il à ses pairs, il suffit de doubler la mise. Beidahe a marqué l'apogée du grand bond. Elle a approuvé le doublement de la production d'acier. Au même moment, on annonçait que les comités du parti seraient tenus pour responsables si les buts n'étaient pas atteints. Avec de tels principes, que pouvait-on espérer? Tous les jours, les journaux fanfaronnaient et citaient de faux chiffres pour faire croire aux gens qu'on pouvait réellement doubler la production d'acier. La Chine produit alors 5 millions de tonnes d'acier par an. Le nouvel objectif de Mao est de 100 millions de tonnes, à atteindre en seulement 3 ans. Pour alimenter les hauts fourneaux, tout le pays se met à extraire du charbon. On tenait tous compte de ce que disait le président Mao. On répondait à ses appels. On était tous unis et on le suivait, là où il nous conduisait. Tout le monde, moi compris, avait ce sentiment. Aucun de nous ne pensait à être récompensé. On était tous volontaires.
Quand on y pense aujourd'hui, cela ressemble à de la folie pure. Mais à l'époque, cela paraissait absolument normal. On dépendait entièrement de notre propre force. Il n'y avait pas une seule machine. On avait en tout et pour tout une bêche pour creuser et une palanche pour porter la terre. Et on faisait tout avec ça. Nos muscles nous faisaient si mal qu'on ne pouvait pas remuer les doigts. Lors des pauses, on nous donnait un bol de soupe et du pain ordinaire à manger. On était tellement épuisés. Et nos mains tremblaient tellement qu'on renversait presque toute la soupe avant d'avoir pu porter le bol à notre bouche. Pour atteindre l'objectif de Mao, on encourage les gens à construire leur propre fonderie d'acier rudimentaire, les petits hauts fourneaux des arrière-cours. Très vite, partout dans le pays, chaque usine, chaque unité en possède. Des fourneaux de toutes formes, de toutes tailles, aux appétits voraces. Tout ce qui appartenait au peuple et qui contenait de l'acier était cassé et mis dans les fourneaux. Mais c'était totalement inutile. Une partie du minerai mis dans les fourneaux était de si médiocre qualité qu'on ne pouvait rien en faire. Je travaillais sur un petit fourneau et ma femme travaillait sur un autre. Vous savez, casseroles, poêles, chaînes en fer, clôtures et certains outils étaient fondus dans ces fourneaux pour faire de l'acier. Je me souviens de ce truc noir ressemblant à de la boue qui sortait de notre four et j'ai demandé au responsable: c'est de l'acier, ça? Il m'a répondu: oh, ne vous tracassez pas, quand on l'envoie à l'usine, ils savent comment faire. Mais évidemment, la majeure partie était complètement inutilisable. Tout le monde s'y met, même les étoiles de l'Opéra de Pékin. Tout comme la guerre de Corée 7 ans plus tôt, le grand bond en avant a galvanisé Mao. En 1958, il a mis la pression sur Taïwan, jusqu'à ce que l'Amérique menace d'utiliser l'arme nucléaire. 6 mois plus tard, la Chine annonçait qu'elle avait réprimé une rébellion au Tibet. Les Tibétains étaient rétifs depuis que l'armée communiste avait réaffirmé le contrôle chinois en 1951. La collectivisation exigeait qu'ils acceptent une politique que la plupart trouvaient complètement étrangère. La création des communes a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'autonomie limitée dont le Tibet avait joui sous le Dalai Lama est remplacée par le gouvernement direct depuis Pékin. Désormais, le Tibet ne sera qu'une province chinoise comme les autres. En cet été 1959, dans toute la Chine, les fonctionnaires locaux annoncent des récoltes records, non seulement de céréales, mais de coton et d'autres cultures intensives. On fait voir à Mao lui-même les prodigieux rendements vantés. Mais malheureusement, il y a un piège. Les rendements annoncés étaient bien plus élevés qu'en réalité. Quelqu'un disait 4 tonnes par hectare, le suivant 5 tonnes, et ainsi de suite, toujours plus haut. En réalité, un hectare ne peut produire que 2 ou 3 tonnes. Mais les gens annonçaient plus de 50 tonnes par hectare, ce qui était tout simplement impossible. Dans certaines communes, le riz est planté tellement serré qu'on prétend qu'il peut supporter le poids d'un homme.
Les chiffres de production étaient falsifiés, d'où le problème lors de la perception des impôts qui étaient payés en grains. Les paysans ne pouvaient pas donner autant, c'était impossible. Ils devaient donc prélever une part de leurs réserves pour payer. Et au printemps suivant, ils n'avaient pas assez à manger. La famine s'est vissée et elle a ensuite empiré à cause des catastrophes naturelles. Mao savait qu'il y avait des problèmes, que dans certaines provinces on mourait de faim. Mais il ne se rendait pas dans ces régions. Et le gouvernement lui assurait que la situation globale était bonne. Lorsque les ministres, vice-premiers ministres, premiers ministres faisaient leur rapport au président, ils ne lui donnaient que les bonnes nouvelles. Ils n'osaient pas parler franchement. Devant lui, il rampait. Quand Mao et les autres membres du Politburo remontent le Yangtze pour une conférence dans la station de montagne de Lushan, on sent presque un air de vacances. Au printemps, il avait désigné son adjoint Liu Shaoxi pour lui succéder comme chef de l'État. Zhu De et plusieurs autres sont venus avec leurs épouses, car les semaines à venir promettent enfin un peu de détente. À Lushan, Mao passe plusieurs jours à visiter les lieux touristiques. Il décide que le comité central doit corriger les excès du Grand Bond. Mais ce n'est qu'une question d'ajustement. Cependant, quelqu'un n'est pas de cet avis. Le ministre de la Défense, Peng Dehuai, est un héros de la guerre civile qui a commandé les forces chinoises en Corée. Mao et lui sont nés dans des villages voisins. Ils ont travaillé ensemble, pas toujours facilement, pendant plus de 30 ans. Grâce au service de renseignement de l'armée, Peng est mieux informé que les autres. Il arrive à Lushan très préoccupé par la tournure que prennent les événements. Juste avant la réunion, il fait circuler parmi ses collègues une lettre qui exprime son inquiétude à l'égard du Grand Bond. La lettre de Peng Dehuai n'aurait pas posé de problème si elle avait été écrite par quelqu'un d'autre, par exemple un subalterne comme moi. Ça aurait été parfait. Mais selon Mao, Peng Dehuai avait toujours eu des idées plutôt de gauche. Il adoptait toujours une position différente de la sienne. Mao s'est donc mis en colère. Il a dit: si vous voulez semer la pagaille, je repars dans les monts Jingdang. Je lance une guérilla contre vous. Mao pensait que Peng Dehuai voulait prendre sa revanche à cause de leurs démêlés passés. Il a dit: tu m'as baisé pendant 40 jours. Maintenant, je vais te baiser. Il s'était vraiment énervé. Mais en réalité, Peng n'était pas du tout comme ça. Dans l'épuration qui s'ensuit, Peng et ses alliés disparaissent de la scène politique. Lushan a marqué un tournant. Jamais plus un membre du Politburo n'osera critiquer ouvertement Mao. Dorénavant, un désaccord légitime sera considéré comme une opposition politique et écrasé. En 1959, le défilé de la fête nationale, lors du 10e anniversaire de la victoire communiste, a lieu avec un faste exemplaire. Khrouchtchev lui-même y assiste. C'est sa dernière visite en Chine avant la rupture entre les deux pays et le retrait de l'aide économique russe. La famine causée par le Grand Bond est encore un secret d'État. Mao n'est pas disposé à admettre devant ses rivaux en idéologie que sa vision grandiose s'est révélée une coquille vide.
Demain soir, ne manquez pas les 3e et 4e volets de cette saga sur Mao, avec d'autres moments décisifs. La révolution culturelle, bien sûr, les gardes rouges et le petit livre rouge. Vous verrez ces événements à travers des images complètement inédites. Et puis, bien sûr, nous parlerons de l'héritage de Mao dans la Chine d'aujourd'hui. Je vous rappelle aussi, bien sûr, notre site internet arte.tv/Mao, avec un dossier complet et le forum de discussion. Et demain soir, vous pourrez débattre sur ce forum avec les auteurs du film. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant leur poser vos questions. Puis je vous précise que la série est disponible en vidéo sur Arte VOD et en DVD. À demain, 20h45.